cœur de la mêlée avec vous, les amateurs de rugby, les auditeurs de Sud Radio, vous êtes toujours les bienvenus au 0826 300 300. Toute l'équipe Sud Radio est là. Philippe Sanguero, salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Alexandre, bien sûr, Alexandre Priam est là. Quentin Cabanis, bonsoir messieurs. Bonsoir. On est là, bien sûr. On va revenir sur les faits marquants du jour, notamment les résultats de la 7e journée du top 14. L'élection de Florian Grill à la présidence de la Fédération française de rugby, il sera avec nous à partir de 19h30. Et puis il y aura un jeu. On pourra gagner 2 places pour le match Toulouse-Toulon qui aura lieu le dimanche 27 octobre. Jour important, c'est l'anniversaire de mon papa le 27 octobre. Donc je m'égare. Bah, il faut lui offrir. En tout cas, il va être content, non? Je suis sûr qu'il sera ravi d'aller voir Toulouse. en tout cas, 2 places à gagner si vous nous appelez au 0826 300 300. C'est parti. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Le tour de table de l'actu rugby peut-être avec vous. Non, vous voulez faire une petite pause déjà? Non. Parce que, oui, mais moi tu sais, Quentin, moi je fais ce que tu me dis. Oui, bah écoute, on peut. On accueille quand même Philippe parce que on va rappeler les résultats de ce multi qui s'est déroulé cet après-midi, qu'on a vécu en direct sur Sud Radio. La victoire large de Clermont face à Vannes, 55-33, 9 essais à 3. La victoire Castres face au Stade Français, on en a parlé, 35-13, 4 essais à 2. La victoire de Toulon, 4 essais à 2 également, 30-17 face à Montpellier. Victoire de Perpignan, 29-6 face à Lyon en début d'après-midi. L'Aviron Bayonnais avait battu le Racing 32-15. Voilà pour les principaux enseignements. L'UBB et Toulouse sont toujours aux avant-postes du top 14. Et derrière, il y a Toulon, il y a désormais Clermont, et puis il y a La Rochelle aussi, et il y a Castres, il y a La Rochelle qui recevra l'UBB demain soir. On rappelle que ce soir à 21h05, il y aura Pau face à Toulouse, et on le vivra bien sûr en intégralité en direct sur Sud Radio. Philippe, qu'est-ce que tu as retenu toi de ce multi déjà avant de se tourner sur l'actu rugby? Alors il y a beaucoup de choses à retenir de ces matchs, mais principalement pour moi c'est les crises qui couvent dans les deux clubs parisiens ou franciliens, parce que au-delà des résultats, parce que ce déplacement du Racing à Bayonne il était compliqué. On avait vu Bayonne sûr de ses forces ces dernières semaines, mais sur le caractère collectif, il y a beaucoup de questions à se poser suite à cette rencontre du côté du Racing, et puis la déroute à nouveau du Stade Français. Donc l'électrochoc suite à la sortie de Karim Ghezal n'a pas eu lieu comme le club l'espérait, et donc on est, je crois, pas loin de la crise dans ces deux clubs. Toi Alexandre, tu vois ça comme une crise aussi, cette défaite à Castres? Perdre à Castres, c'est pas honteux. Non, mais à 14 contre 15 pendant 60 minutes. La manière, elle est catastrophique, la manière. Elle est catastrophique du côté du Stade Français Paris. La crise, je pense qu'elle est déjà là, en fait, la crise. Tu t'écartes Karim Ghezal, tu remets en tribune Laurent Labitte. Il y a déjà une crise. Les joueurs sont en train de se prendre des rafales dans la gueule. Ils n'arrivent pas à réagir sur le terrain. Voilà. Et je pense que, je sais pas s'il y a encore d'autres fusibles qui peuvent sauter. Il reste quoi en fait? Parce que là, pour moi, tout a été épuisé, François. Ouais, mais moi je trouve que c'est plutôt ça le point de problème, c'est qu'on sent quand même que voilà, devant un scénario comme aujourd'hui, 20e minute, 15 contre 14, il y avait une opportunité pour se remettre un peu sur de bons rails, et qu'ils n'ont pas eu la force. Et on va dire au-delà du staff et des mouvements, on va dire hors du terrain, voilà, on sent que je sais pas, est-ce que ce sont les blessures qui expliquent ce manque de confiance, ou mais il n'y a pas eu le ressort. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. Tu vois l'équipe alignée, elle est quand même très très correcte sur le papier. Je rappelle, sur le papier, elle est quand même très très bonne. Enfin voilà, les blessures, d'accord, j'entends bien, mais en fait cette défaite là où tu joues pendant 60 minutes à 15 contre 14, c'est le contre-argument idéal du carton rouge de 20 minutes. Les mecs, ils jouent contre une équipe qui évolue pendant 60 minutes à 14 contre 15, et ils prennent des rafales d'essais dans le visage. Donc parce que ça c'est un autre sujet aussi qu'il faudra, je pense, encore une fois aborder. Mais honnêtement, cette équipe du Stade Français Paris aujourd'hui, elle ne peut se cacher derrière rien. Il y a rien. Il y a rien sur lequel il y a pas d'excuse. C'était pas mal. Costa de sortie. Il a bien un essai, un bel essai. Un essai. Voilà. Mais moi, j'essaie de terminer sur une note positive. Ce qui est surtout très surprenant, je trouve, dans les dynamiques, parce qu'on parle du Racing aussi, chez qui, pour moi, la crise pour moi, la crise, elle arrive.
au Racing. Ouais, là, je crois qu'elle arrive, en tout cas elle est imminente, mais en tous les cas elle est moins surprenante du côté du Racing parce que la saison dernière était déjà une saison d'interrogation, on attendait beaucoup du Racing cette saison, on les avait vus assez convaincants collectivement à Castres, on s'était dit voilà, la mayonnaise est en train de prendre et le discours de Stuart Lancaster de porter ses fruits, puis ça s'est délité au fil des journées, mais du côté du Stade Français on parle d'une équipe qui s'est renforcée, qui a gardé son ossature de la saison dernière, de cette équipe qui était quand même leader du top 14 en phase de régulière une partie de la saison, qu'on attendait comme un des prétendants au titre quasiment, et donc là pour le coup c'est encore plus problématique du côté du Stade Français pour moi. Ouais. 2 places à gagner, hein, c'était ce qu'on disait en début d'émission. 2 places à gagner pour Toulouse-Toulon le 27 octobre, c'est dimanche à 21h. Et Douglas nous appelle de Leucate dans les Pyrénées-Orientales et il nous a appelé au 0826 300 300. Bonsoir Douglas et bravo, 2 places pour aller voir le Stade Toulousain face au RCT. Bonsoir. Franchement, merci beaucoup. Bonsoir et merci beaucoup. C'est trop cool, merci. Voilà. Merci d'écouter Sud Radio. Mais ça veut dire que Leucate Toulouse dans la soirée pour aller voir le match. Mais je vais faire mieux que ça parce que je pars de Haute-Savoie dimanche matin pour rentrer à Leucate et je pose les enfants, on va les faire regarder et le soir on va à Toulouse. Ouais, pas mal. Ça fait du kilomètre, voilà. Mais ça va faire une grande journée, ouais. Ouais. Supporter de Toulouse donc. Franchement, mon neveu il joue en Crabos à Castres, donc supporter de Castres, mais j'aime bien ça de Toulouse, hein, ouais. Quel D'accord. homme. Voilà, c'est ça. En fait, tu aimes le beau rugby, donc. Et du coup, le Castres Olympique. J'aime le jeu et le rugby, ouais. Et bon anniversaire au papa, du coup, le 27 aussi. Voilà. Ouais, ça sera un chiffre rond pour lui. En tout cas, merci Douglas de nous avoir rappelé. Comment d'abord un mot du succès de Castres, parce que à contrario, là, on parlait des soucis du Stade Français, mais puisque tu as aussi ton cœur un peu du côté du CO, voilà, il y a du caractère dans cette équipe. Et à 14 contre 15 pendant un grand moment du match, ils ont dominé tout le match, ils ont été costauds, ils ont été très forts. Franchement, le CO à domicile, ça fait pas rigoler. Hein. À Pierre Fabre, ça fait pas rire. Bon. On commence à les prendre un peu au sérieux, ouais. Ouais, 35-13. Ce soir, ils sont combien ils font partie des troisièmes, hein. Bon, avant la suite des 2 matchs, je crois. Ils sont 5e, égalité de points avec Toulon et Clermont. Juste faire un petit point et juste dire un truc, c'est que je suis content du retour de Dumora, qui est aussi l'entraîneur de mon neveu en Crabos, qui est revenu et sa blessure va mieux, donc je suis content. J'aime beaucoup ce joueur aussi. Donc, ouais, voilà. Après, il a un peu mangé sur l'essai de Costa Storti, ça faut. Mais bon. C'est son retour, les gars, il avait mal à la main, il était blessé pendant un petit moment, c'est son retour. Mais il va faire du bien en tout cas. Ouais. Mais ce qui est sympa, c'est ce que tu dis, il entraîne aussi tout en étant dans l'effectif pro et dans les contraintes, il entraîne les Crabos. Il entraîne les Crabos. La semaine dernière, j'étais à Béziers pour voir mon neveu qui jouait contre Béziers avec les Crabos. Il était là et il était bien présent avec les jeunes. Ouais. C'est très très bien. C'est très cool, je trouve. Super. Il est très gentil comme garçon en plus. Donc, et très fort. Juste un petit mot sur ton neveu. Quelle place voilà, est-ce qu'il faut qu'on l'ait à l'œil pour dans les futures années, futurs mois à surveiller au plus haut niveau? Écoutez, il joue à l'ouverture. Il s'appelle Thibéo Gilloin Lemaire et il est dans le top 100. Donc dans le top 100, c'est que ça commence à être pas trop mal. Ah ouais, donc super. On va peut-être le voir bientôt. Voilà. Et on surveillera ça et on dira nous on connaît le tonton. Voilà, et on lui en plus offert des places pour aller voir Toulouse-Toulon. Prenez rapidement la place d'agent parce que les 10 gifs ça vaut des sous. Ah oui. Redonne-nous le nom et le prénom, comme ça on va suivre. Je note dans un carnet, moi, Douglas. Redonne-nous le prénom et le nom. C'est Timéo Gilloin Lemaire. Timéo Gilloin Lemaire. Voilà, merci Douglas en tout cas de nous avoir appelé et n'oubliez pas cette phrase de Philippe Smanguero qui connaît bien l'économie du rugby. Voilà, 10 gifs, ça vaut gros. Voilà, merci en tout cas Douglas, à bientôt et bon match au Stade Toulousain pour mais c'est un Gersois. Toulouse. Il y a toujours un Gersois quelque part. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons. Au cœur de la mêlée, le magazine qui nous réunit tous autour de l'actualité rugby, bien sûr. L'actualité la plus chaude, celle du top 14. On vient d'en parler. Voilà, on a fait également gagner des places, nous, Sud Radio, à Douglas de Leucate. Et puis cette actualité, c'est aussi celle de l'élection à la fédération. On en parlera à partir de 19h30 avec le président élu Florian Grill, qui sera notre invité. Pour l'heure, on est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais, un président qui a le sourire ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous, merci beaucoup de me recevoir.
Ouais, ben on imagine, on disait Philippe Spanghero est là, il y a Alexandre Priam, Quentin, toute l'équipe est là bien sûr. On le disait quand même qu'on a l'impression d'avoir et Johan est là aussi. Johan est là, on est content d'accueillir Johan Huget également autour de la table. Et on le disait, c'est une deuxième victoire consécutive, c'est une deuxième victoire aujourd'hui face au Racing. La barre des 30 points a été dépassée également comme la semaine dernière face à La Rochelle. Voilà, on a l'impression que les voyants sont au vert à l'Aviron, président Taïeb. Oui, bon, attendez, on a reçu 2 fois. Je veux dire, on est dans une forme, je veux dire, d'euphorie. Bon, il faut rester quand même très prudent, parce que quand je vois ce top 14, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de gagné. Bon, après, c'est vrai que les bons résultats sont toujours appréciables. Après, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise note, c'est qu'on doit rentrer avec le poids de bonus, on ne le fait pas, mais bon, ça fait partie aussi peut-être de notre apprentissage ou de notre montée en compétence sur le sujet, parce que laisser ce poids de bonus avec qui s'offrait vraiment à nous, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est la seule mauvaise note de la journée. Alexandre Priam pour Philippe Taïeb, président de l'Aviron Bayonnais. Bah justement, je rebondis là-dessus. Quel est le souci? C'est qu'il n'y a pas encore l'instinct de tueur dans cette équipe de Bayonne, Philippe Taïeb? Non, tueur, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent aujourd'hui rentrer sur le terrain en disant qu'ils vont faire point de bonus, mais on a manqué 4-5 occasions qui étaient quand même assez franches. On s'est relâché peut-être par fatigue aussi, parce que j'ai trouvé qu'à un moment l'équipe fatiguée du match qui avait été fait la semaine avant. Bon voilà, donc c'est vrai que je suis pas préparateur physique et je le saurai jamais, mais bon, après avoir échangé avec Greg et le préparateur et Louis au vestiaire, c'est vrai que on a eu un moment de creux où on a pris 2 essais en 5 minutes, parce que le match de la semaine dernière aussi nous a pesé. Et bon, ça fait partie de ce qu'on doit améliorer, surtout les points de compte en fin de saison. L'année dernière, un point te fait basculer à la 6e place ou à la 7e place ou à la 7e ou la 8e. Donc c'est vrai que quand ils s'offrent à vous, il faut les prendre. Ouais, il faut les prendre. Est-ce que ce regain un peu de forme, en tout cas cet enchaînement de bonnes performances, est-ce qu'il est né à Chaban, là, dans cette défaite à l'UBB, courte défaite il y a 3 journées, là, 30-27? Oui, il y a différents ingrédients. C'est-à-dire qu'on a rentré aussi beaucoup de blessés à notre niveau. Quand vous êtes une équipe en construction, quand vous faites venir 10 nouveaux joueurs, déjà il faut les intégrer. On a des joueurs de niveau international. Et ces joueurs-là n'étaient pas présents, donc c'est vrai que ça compte beaucoup. Certaines présences ont rassuré, je veux dire Joris, Tulagi, Carreras, Makala qui en ce moment a fait un bon début de saison, Abef Luner, tout ça fait que on a fait 10 nouveaux recrutements avec 8 joueurs. Baptiste Chozonou qui a fait un match pour moi extraordinaire aujourd'hui. 8 joueurs qui avaient l'habitude de jouer le top 4 et qui n'étaient pas présents sur le terrain, où la moitié était absent. Et à notre niveau, c'est des gens qui nous font, l'absence de ces personnes-là fait que voilà, ça manque dans l'intensité et dans la qualité de l'équipe. Philippe Spanghero pour le président de l'Aviron, peut-être Philippe Taïeb. Oui, bonsoir Philippe. Alors on a parlé de ce match contre l'UBB qui était très solide de votre part, mais il y a surtout ce match à La Rochelle. Alors il y avait des petits démons à chasser, notamment sur cette appréhension des délocs contre La Rochelle. Mais surtout là, on a vu un peu le même visage, c'est-à-dire que même à domicile, vous aviez du mal à démarrer les matchs très fort. Vous étiez plutôt en réaction, souvent avec des fins de match épique la saison dernière notamment. Et là, depuis ce match contre La Rochelle, on sent une volonté de maîtriser les débuts de match. Alors bien sûr, c'est un peu tôt pour avoir une analyse ferme, mais est-ce que tu sens qu'il y a eu un déclic suite à ce match de La Rochelle collectivement dans le vestiaire? Ouais, je crois que le début, on a eu un début de saison mauvais, parce qu'on va pas dire poussif, il est mauvais. Et c'est vrai que à Bordeaux, on est arrivé avec la peur, et la peur de prendre 50 points fait que à 4-5 minutes de la fin, on était encore en match nul. On peut basculer dans le bon sens, on maîtrise pas la fin de la rencontre. Par contre, comme je dis, quand il y a des joueurs du talent qui sont sur le terrain, c'est beaucoup plus facile que voilà, une équipe qui est en construction. On a des joueurs qui ont connu le haut niveau, qui ont connu l'exigence du haut niveau, et donc qui amènent tous ces joueurs un peu de niveau peut-être, je veux dire, ou d'expérience inférieure. C'est ce qui nous permet
d'enchaîner 2 performances à domicile sympa, quoi. Philippe Taïeb, on parle justement de joueurs de haut niveau. Tevita Tatafou est un pilier droit de haut niveau, peut-être avec une envergure internationale. Sera-t-il toujours bayonnais la saison prochaine, ou est-ce que Bayonne abdique aux demandes et exigences de l'Union Bordeaux-Bègles? Non, aujourd'hui, Tevita sera, au moment où je vous parle, il est bayonnais jusqu'en 2026. Et voilà, donc on va continuer à travailler avec lui. Et puis, voilà, les choses se développeront. Il y a des négociations avec l'UBB ? On va dire qu'il y a une forme de discussion qui a été entamée, mais jusqu'à présent, il n'y avait rien. Les portes ont été ouvertes après le match de l'UBB, mais Tevita est sous contrat jusqu'en 2026 et j'espère qu'il restera sous contrat chez nous jusqu'en 2026. Voilà, ça c'est pour la partie bien sûr transfert ou en tout cas joueur. Est-ce que Yoann Huget est là et est-ce qu'éventuellement lui qui a quand même porté les couleurs de l'Aviron Bayonnais, il y a bien un truc qui l'inspire dans sa... Ouais, on t'entend, super Yoann. Non, ce qui m'inspire, c'est que déjà félicitations Philippe et à son équipe, parce que gagner 2 fois d'affilée à domicile, c'est très dur, sachant qu'il recevait La Rochelle avec beaucoup d'ambition, des Rochelais qui venaient pour justement s'imposer. Le Racing qui venait aussi se rassurer et ils ont relevé la tête, ils ont relevé le défi, mais je pense qu'il y a un regain d'énergie et de forme de la part des cadres. Maxime Acheneau qui a retrouvé un peu de sa jeunesse, l'entrée de Manu Tuilagi qui a fait extrêmement de bien à La Rochelle, et voilà, comme il a dit, ils ont besoin de s'appuyer sur des joueurs cadres, des joueurs importants pour continuer à grandir, parce que c'est encore une équipe jeune et ils ont besoin de performer, d'avoir ce genre de rencontre pour s'affranchir. Oui, c'est... Bon, aujourd'hui, on a des joueurs qui, voilà, comme tu as dit, Yoann, dans un contexte que tu connais très bien aussi, je veux dire, cette pression qui est quotidienne, qui est du lundi au samedi ou au dimanche, il n'y a pas de jour de repos, mais il y avait des garçons qui étaient peut-être un peu, je veux dire, en retrait, et aujourd'hui, des garçons comme Arthur Eturia qui prennent leur place de leader, Facundo, je pourrais citer toute l'équipe, Cassiem qui fait, je veux dire, les gens me disent, c'est une fin de carrière, Camille qui fait une rentrée aussi exceptionnelle, voilà, quand je vois un Arthur qui marque un essai de 40 mètres, qui a été refusé, le pauvre, voilà, je crois que les leaders sont en train de s'affirmer, les leaders sont en train de grandir, et ils amènent tous les autres, je veux dire, joueurs avec eux, et puis notre staff travaille bien, sérieusement. Ce sont des gens qui mettent beaucoup de temps et beaucoup, je veux dire, d'énergie dans les travails dans la semaine. Donc, ils sont récompensés. Nous aussi, on est récompensés quelque part. Mais il faut rester toujours humble et modeste, parce que ce top 14, je trouve que cette année, il est encore plus, je veux dire, dur que les autres années. Philippe Taïeb, dans une zone donc au Pays Basque, mais même un peu au-delà, on va dire qu'à 1h et demie de route autour, il y a quoi? Il y a 5 clubs professionnels: Dax, Mont-de-Marsan, Biarritz, Vous et Pau. Comment on arrive à travailler pour la détection des jeunes? Est-ce que l'Aviron Bayonnais a l'ambition un jour d'être le premier club formateur de cette zone? Premier club, ça serait être prétentieux, mais on travaille pour que les gens rejoignent le projet, pour que les gens s'identifient. On a quelque chose d'exceptionnel, c'est notre public, c'est notre irrationalité dans cette ville, dans cette région, dans ce territoire. Donc oui, que certains joueurs veulent nous rejoindre parce qu'ils veulent vivre ce type d'expérience et ce style de vie. J'ai échangé avec Giovanni ou avec Joris, qui vous disent: mais nous, président, le dimanche, on était à Paris, on ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, le dimanche, on s'est voilé. Voilà, on a une région qui est exceptionnelle, c'est un élément supplémentaire pour nous. Il faut qu'on s'en serve, mais les joueurs aujourd'hui viennent à l'Aviron pour aussi faire du beau rugby, pour essayer de faire grandir le club, et pas que pour faire, je veux dire, de la plage ou de la montagne. C'est ça, les mentalités ont changé. Voilà, à nous aussi de continuer à expliquer que le haut niveau, c'est l'exigence, et la performance t'amènera un jour avec la culture de la gagne. Peut-être qu'on n'avait pas encore, mais on essaie de le faire. Philippe Taïeb, vous parliez de la pression au quotidien, mais la pression pour qui? Pour vous ou pour les joueurs? Non, mais c'est tout le monde, c'est la vie de Bayonne, c'est comme ça, je veux dire, c'est culturel, et c'est quelque chose qui au début peut choquer, mais après, ça fait partie de ton quotidien, et
tu vas voir le boucher, le boulanger, le charcutier, l'épicier, tout le monde te parle de l'aviron, et t'as été bon, t'as été mauvais, donc c'est une forme de pression qui est là, et elle est exceptionnelle, parce que ce public nous porte aussi les jours de match où on a des moments difficiles, et moi les joueurs me disent mais on se transcende parce qu'on ne veut pas décevoir, et ça c'est important. Donc là en ce moment pas de courses livrées à domicile, là vous allez faire les courses là après Noël la semaine dernière et après le Racing aujourd'hui, c'est bon, ça fait des semaines tranquilles. Non, mais il faut assumer ce qu'on fait de bon ou de mauvais. C'est sûr que le dimanche vous avez gagné, on vous paie le café, le dimanche vous avez perdu, on vous le paie pas, mais c'est pas grave, ça fait partie. On double le prix. On double le prix du café. Ouais, on double le prix, vous avez raison. Bon, merci Philippe Taïeb d'avoir été avec nous, et félicitations encore pour cette victoire qui permet quand même à Bayonne d'occuper le haut du classement. Merci, on se retrouve très bientôt. Plaisir de vous recevoir à Jeanne Auger quand vous voulez. Allez, avec grand plaisir. Il ne faut pas nous le dire deux fois, on va délocaliser l'antenne un jour sinon. On pourrait venir en nombre, hein. Attention. Et comme on sait que c'est à guichet fermé, on n'ose pas venir. Voilà. Allez, à bientôt. Osez. Merci. À bientôt Philippe. À bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Allez, dans un instant, on va parler de l'élection du jour, celle de Florian Grill, élu et réélu à la tête de la fédération pour 4 ans. Il l'a largement emporté. On va en parler avec lui dans un instant. C'est notre invité sur Sud Radio. Sud Radio. Au cœur de la mêlée avec vous, bien sûr, les amateurs de rugby sur Sud Radio, avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero, avec Alexandre Priam. Toute l'équipe Sud Radio est là, et nos invités pour réagir à l'actualité du jour, du week-end. L'actualité du jour, elle a été marquée par la réélection de Florian Grill à la tête de la Fédération française de rugby, avec un score assez large, 67% face à Didier Codorniou qui a obtenu 32% des suffrages. Voilà, les présidents de club ont parlé. Ils ont choisi Florian Grill qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'imagine qu'il y a, on va dire, de la joie parce que le succès est quand même très, très marqué, très marquant même. Ouais, de la joie, mais aussi de la concentration. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, il y a énormément de chantiers. Donc on est déjà concentré, puis concentré aussi sur l'élection des ligues régionales avec la candidature de Joël Castagny en Occitanie. On pousse derrière lui parce que c'est important d'aligner la stratégie fédérale avec celle des ligues régionales. En quoi c'est important justement cet alignement ? Parce que jusqu'ici, en fait, on a géré pendant 15 mois la fédération avec 11 élus sur 40 au comité directeur et avec 3 ligues régionales sur 13 métropolitaines et 7 d'outre-mer. Et donc l'articulation entre le national et le local, elle est fondamentale. Hein. Les ligues sont des organes déconcentrés de la Fédération française de rugby. Et donc moi, je plaide pour qu'on puisse travailler. Après, on travaillera avec le candidat que la démocratie choisira. Mais si c'est Joël Castagny, ça sera plus simple. Est-ce que cette élection, 67,22%, vous rend plus légitime, Florian Grill ? Vous l'étiez déjà ? Non, la légitimité, elle s'acquiert à chaque fois dans les urnes. Donc, moi, je ne me considérais pas comme légitime avant. Je me considère légitimé par cette élection. Maintenant, ça donne envie d'avancer vite. Comme je le disais, il y a beaucoup de chantiers. On a initié des chantiers. On a commencé à marquer quelques essais, mais pas transformer tous les essais. On avait lancé ce plan sur les installations avec 20 millions d'euros qui a été sursouscrit à hauteur de 28 millions d'euros et donc qui correspond à un vrai besoin. On va faire des annonces bientôt sur la médiatisation du rugby féminin qui est un enjeu essentiel. On a quelques nouveaux partenaires qui vont rejoindre la fédération. On a tout le dossier de la relance du rugby par la base et de l'augmentation du nombre de licenciés dans les villages et les villes moyennes. Bon, enfin, il y a du boulot, en veux-tu, en voilà, mais il fallait une équipe très soudée pour y arriver. Et là, je vais avoir vraiment une base d'élus importante pour avancer. Et Dieu sait que le rugby en a besoin. Concrètement, en termes de postes au comité directeur, les 67%, ça équivaut à combien ? Enfin, je ne sais même pas combien vous êtes au total dans ce comité. 40, c'est ça ? On est 38 au comité directeur, sachant qu'il y a aussi des représentants de la Ligue, des entraîneurs, des arbitres qui viennent s'additionner. Donc au total, on est 44. Et là, on va se retrouver sur les 38 postes qui donnaient lieu à l'élection avec 33 élus. Donc, on va dire les coups des franges pour pouvoir travailler. Philippe Spanghero pour Florian Grill, président de la Fédération française de rugby. Oui, bonsoir Florian, mais bravo pour cette réélection. Au-delà des chantiers que tu viens d'évoquer, il y a le sujet du Stade de France, on l'a déjà évoqué, mais de façon assez concrète, est-ce qu'il y a des échéances d'un point de vue fédéral, de discussions à mener
par rapport à une vision un peu plus moyenne long terme, parce que on sait à quel point l'enjeu est fort de maîtriser un peu son outil les jours de match, parce que c'est des recettes qui sont très structurantes pour la fédération. Oui, bah c'est pour notamment des chantiers comme ça qu'on a besoin d'avoir un rugby soudé et apaisé aussi. Hein. Je tends d'ailleurs la main à Didier Codorniou s'il veut nous rejoindre au bureau stratégique de la fédération, puisqu'on y a mis de la proportionnelle sur le Stade de France. Pour répondre à ta question, on sait que le rugby apporte 40 à 50% des revenus du Stade de France. Et donc on est très ambitieux dans la négociation avec eux, que ce soit Bouygues Vinci ou que ce soit JL Events. Voilà, nous on prétend à ce que le rugby bénéficie plus, comme c'est le cas de toutes les grandes nations du rugby, hein, qui sont propriétaires de leur outil de production. Donc nous c'est pas le cas, mais c'est normal qu'on bénéficie d'une quote-part plus importante de revenus quand on joue au Stade de France. Et donc on attend des propositions revues de leur part, les premières étant pas forcément satisfaisantes. Et si c'est pas le cas, on préfère jouer en province, parce que il y a du potentiel de rugby en province. On peut adapter les jauges en fonction du potentiel des matchs, et puis on peut développer le rugby sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, donc on a une discussion qui est lancée avec eux comme avec d'autres. Il y a beaucoup de chantiers pour redresser les comptes de la Fédé. Un autre exemple étant par exemple la répartition des revenus au sein des 6 nations. Voilà, tout ça, c'est des chantiers qui sont clés pour l'avenir du rugby français. Et pour finir, il y a une date d'échéance finale. Vous êtes non, là, il y avait une première échéance où les offres n'étaient pas suffisante, et donc ni pour nous ni pour probablement le foot, et donc on l'a fait savoir, et donc j'imagine qu'il y a une rediscussion qui va recommencer en lien avec l'État également, et on verra si on arrive à une conclusion satisfaisante qui permette de servir la compétitivité du rugby français, puisque nous, si on demande ça, c'est aussi pour avoir une équipe de France compétitive. Yoann Huget. Oui, pardon. Yoann Huget, s'il était peut-être. Oui, ce jour-là, j'ai écouté, et bravo à Florian pour sa victoire. En tout cas, c'était pas facile. Il y avait un adversaire coriace en face. Mais j'ai lu dans la presse qu'il y avait beaucoup de clubs et de présidents amateurs qui n'étaient pas contents forcément de ton programme pour le rugby amateur. Qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à ça, et qu'est-ce qu'il faut améliorer surtout? Écoute, ils sont quand même une majorité. Il y a plus de 90% de participation et un vote à 67% pour nous. Donc je pense qu'il y a quand même une majorité de présidents qui avaient envie qu'on y aille. Après, ils nous attendent au tournant et ils ont raison. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on compte faire? La suite du plan sur les installations, on a un programme avec... moi, je compte moins sur l'argent de l'État que, par exemple, sur Total Energy, qui paye un impôt qui s'appelle le C2E et qui devrait pouvoir nous aider à rénover les passoires thermiques que sont les vestiaires et les clubhouses. Il y a un vrai sujet sur le développement du rugby dans le monde scolaire. On a 35 000 écoles primaires, on va mettre 35 000 ballons dès la rentrée, là, tout de suite, dans les écoles, parce qu'il faut que le rugby revienne à l'école, et on a la chance d'avoir le rugby à 5, qui est un rugby sans choc, sans plaquage, qu'on peut pratiquer dans une cour d'école. On a créé 8 titres de champion de France supplémentaires pour le rugby territorial, le rugby de la base, parce qu'avant de faire un toit dans une maison, il faut faire d'abord les murs. Et les murs, c'est le rugby de la base. On lance un nouveau label club engagé pour valoriser les clubs qui investissent sur la formation, c'est-à-dire les écoles de rugby, les cadets, les juniors, les cadettes, la féminisation. Voilà, on trouve des sous pour aider les clubs qui font du bien au rugby, parce que soit ils sont dans l'éducation par le sport, soit ils sont dans le citoyen. Et on a trouvé 4 millions d'euros en 15 mois, donc on va amplifier tout ça. Enfin bon, voilà, on essaye de faire feu de tout bois au service de la relance du rugby, parce que le rugby, 50% des joueurs de l'équipe de France, des 14 équipes de France, viennent de villes ou de villages de moins de 15 000 habitants. Et aujourd'hui, ce qui disparaît, c'est le rugby des villages et des villes moyennes. Donc c'est ça qu'on veut relancer. Justement, il y a un autre véritable sujet qu'on relève, je pense pas assez souvent. On parle d'équipe de France performante, mais le rugby féminin semble quand même accuser un gros retard, notamment par rapport à l'Angleterre qui développe donc un championnat professionnel, les États-Unis qui sont en passe aussi de développer un championnat professionnel. En même temps, sur le territoire français, on a un championnat que moi personnellement, je considère faible. Et qui est très peu télévisé, et a priori Canal+ va diffuser quelques rencontres cette année, mais le chantier est immense sur le rugby féminin, sur le championnat de première division de rugby féminin notamment. Est-ce qu'il y a urgence là, Florian Grill? Oui, il y a urgence. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été une de nos premières réformes en arrivant. Hein. Ça y est, cette saison, il y a un championnat Elite 1 avec une poule unique de 10. On avait 2 poules de 6, c'était assez illisible, les dates n'étaient pas
n'était pas cohérente. Là, on a une poule unique, on a 192 filles dans les académies Pôle Espoir qui sont en train de pousser. Les moins de 20 ans ont battu tout le monde, y compris les Anglaises. Il y a même un score de 83-0 à Rouen. J'avais même cru que les Anglais nous avaient envoyé une équipe B, ce qui n'était pas le cas. Donc on est vraiment en train de monter en puissance chez les jeunes. Par contre, pour jouer à haut niveau international, je suis d'accord avec vous, il faut un championnat national qui soit de haut niveau, et ce n'était pas le cas. Donc on essaye de monter l'étude, on essaye de le médiatiser. On va faire des annonces prochaines sur sa médiatisation. Et puis à côté de ça, on booste nos équipes de France. On peut le professionnaliser, ce championnat ? Pardon ? On peut le professionnaliser à terme, ce championnat ? Alors moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une économie pour professionnaliser complètement les clubs d'élite 1, puisque si on regarde les budgets, il faut être raisonnable et rationnel. C'est des budgets équivalents de budget de Fédéral 3 ou de Fédéral 2. Et en Fédéral 3 ou Fédéral 2, on n'a pas des équipes qui sont 100% professionnalisées. Mais par contre, il faut beaucoup mieux travailler la pluriactivité, y compris dans le domaine scolaire. On a un très bel exemple avec Manaïf Eleou, capitaine de l'équipe de France, qui est en 5e année de médecine et qui est capitaine de l'équipe de France et qui, avec un emploi du temps aménagé pour ses études, parvient à mener de front la double carrière. Et moi, je pense que c'est plus dans ce modèle-là qu'il faut aller, parce que sinon, les clubs ne sont pas en mesure de suivre. Et donc, je pense qu'il faut, plutôt que professionnaliser 100% les joueurs, aider à la structuration des clubs. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec ce championnat élitude, en leur donnant les moyens de se développer. Et c'est par le développement des clubs et donc de la base qu'ensuite on construit une équipe de France forte avec un championnat fort. Florian Grill, vous parliez tout à l'heure de l'apaisement, enfin en tout cas d'une volonté d'apaisement dans un rugby quand même qui depuis pas mal d'années est un peu fracturé ou divisé. Comment faire pour apaiser ? C'est ce qu'on a quand on a été élu il y a 15 mois, c'était juste avant la Coupe du Monde. On nous avait dit que si on était élu, le rugby français serait à feu et à sang. Bon, pas du tout. On a réussi, en faisant un bureau fédéral ouvert à la diversité, à apaiser le rugby français. Donc, il s'est retendu à l'occasion d'une campagne. Là, on a les matchs de la tournée d'automne avec un formidable match contre le Japon, avec un jeu toujours très intéressant. Et ensuite, la Nouvelle-Zélande, bien sûr, et l'Argentine. Il faut qu'on apaise le rugby français en amont de ce tournoi, de cette tournée d'automne, qui va être une occasion fantastique pour redonner une belle image du rugby. Et puis voir des beaux matchs. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On fait la même chose. Nous, on a inscrit maintenant dans les statuts, ça n'avait jamais été fait préalablement, un minimum de proportionnalité dans le bureau fédéral qui devient un bureau stratégique. C'est un changement sémantique, mais enfin c'est le même principe. Et donc Didier Codorniou est bienvenu dans ce bureau s'il le souhaite, si ça correspond à ses envies. Voilà, je lui ai passé le message et j'espère qu'il saisira la balle. Alexandre, peut-être ? Oui. Moi, je te transmets la balle. Non, mais très bien. J'écoute, je suis au soutien, comme un demi-mêlée que je n'ai jamais été. Mais je suis au soutien. Oui, non, mais il y a énormément de choses à évoquer. Moi, j'ai une question prête, si vous voulez. Vas-y, Philippe. Vas-y, si tu veux. Florian, une dernière question. On parlait de l'enjeu de professionnalisation du rugby féminin et de l'importance aussi d'être réaliste et d'avoir un discours sain. On a pu se poser quand même beaucoup de questions sur la professionnalisation de cette nationale. On a vu qu'il y avait eu de la casse dans cette division. Quel est ton regard par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des discussions à entamer avec la Ligue sur peut-être une nouvelle approche pour cette division, ou est-ce que c'est pas à l'ordre du jour ? Non, mais c'est pour ça que la question était intéressante sur le féminin aussi. La vérité, c'est que le rugby vit au-dessus de ses moyens. Il n'y a pas une nation supposée riche du rugby, et tu prends toutes les nations du top 10, que ce soit les 6 nations ou les 4 Nations, elles perdent toutes de l'argent. Le top 14, c'est 66 millions d'euros de déficit cumulé. La Pro D2, c'est 15 millions. En national, on a Yerkar Keran et Blagnac qui ont déposé le bilan. En national 2, c'est Dijon. Enfin, voilà, il faut savoir gérer avec modération. Moi, je suis un patron de PME, j'ai pas de problème avec l'argent, mais il faut savoir gérer avec modération, raisonnablement, ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et donc, il faut pas faire l'erreur dans le féminin de vouloir se lancer tous azimuts sur la nationale. Il faut dégonfler la bulle. Moi, je le dis, et je l'ai dit à des clubs de nationale, commencer par baisser la masse salariale. C'est là où il y a trop de dépenses. On peut imaginer un salary cap par division. On peut imaginer aussi de rétablir des GIF par division et pas réserver ça uniquement au top 14. Je crois qu'il faut de l'intelligence managériale et relationnelle et de l'intelligence en termes de gestion budgétaire et pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, ce qui est une mauvaise tendance dans le rugby et ce qui nous met dans le mur, parce que
tout l'argent qu'on met pour faire fonctionner des clubs que j'appelle souvent les clubs champignons, on le met plus dans la formation, dans les écoles de rugby, les cadets, les juniors, et on se retrouve à être le deuxième sport en France en médiatisation, mais que le 10e en nombre de licenciés, et à voir le rugby se concentrer uniquement sur les grandes villes. Or, on a besoin du rugby des villages et des villes moyennes, parce que si on disparaît des villages et des villes moyennes, demain, c'est la compétitivité de la France qui tombe. Mais la règle des gifs descendantes, enfin par cascade, dans les divisions inférieures au rugby professionnel serait une très bonne solution, parce que c'est vrai que dans les divisions inférieures, on a tendance à aller plus facilement chercher des étrangers pour de la performance à court terme, et ce serait déjà une très bonne première réforme qui permettrait de sécuriser et à la fois de donner du temps de jeu à nos jeunes et de limiter les enjeux pervers, les effets pervers de la masse salariale, parce que ça coûte beaucoup moins cher un jeune issu de ta formation que d'aller chercher un étranger. C'est exactement ça. Il faut arrêter de gonfler infiniment la bulle, savoir faire preuve de raison, mettre en place un minimum de régulation, mais qui sont dans le sens de l'intérêt du rugby et de la valorisation des clubs qui misent sur la formation et pas des clubs qui misent uniquement sur la course à l'échalote. Florian Grill, moi j'ai la sensation depuis la médaille olympique, du titre de champion olympique, qui était quand même une belle nouvelle, que la fédération n'a pas vraiment capitalisé dessus. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites et qu'on n'a pas su? Enfin, voilà, c'est peut-être moi qui m'y suis pas intéressé, mais considérablement. On a pour la première fois pour la première fois pour toutes les équipes cadets, cadettes et juniors, et moi je crois beaucoup à la construction par la base là aussi, mis au planning dans le cadre du calendrier A15 des dates de rugby à 7 dans toutes les ligues régionales. Et c'est très important parce qu'en fait le rugby à 7 il existe en haut, il existe dans les équipes de France, il existe dans quelques associations qui font un travail remarquable, mais il n'existe absolument pas dans les clubs. Et donc il fallait absolument qu'on le développe. Moi je pense que le meilleur moyen de le développer c'est les jeunes, c'est les catégories après l'école de rugby, puisque l'école de rugby il n'y a pas la notion de jeu à 7, de rugby à 7 n'existe pas, mais à partir de cadets, cadettes et juniors, en plus, c'est un jeu qui leur correspond bien en termes de mentalité, d'état d'esprit. Il faut absolument développer le rugby à 7, donc on a fait ça. On développe tout ce qui est formation des éducateurs, entraîneurs à 7, parce que c'est formation spécifique. Idem pour les arbitres, parce que pour bien jouer à 7, il faut aussi des arbitres. Et puis idem pour les dirigeants, parce que c'est plus compliqué d'organiser un plateau de rugby à 7 que d'organiser un match aller-retour en rugby à 15. Donc il y a tout un travail d'accompagnement du changement qui est très important. Et puis on a donné un rôle central sur le sujet à Jérôme Daré, avec le succès qui est le sien et qu'on sait. Donc on travaille beaucoup, Jean-Marc Lermé et moi, avec Jérôme là-dessus, parce que voilà, le rugby à 7 peut être très intéressant dans la formation individuelle des joueurs. Et il y a plein de nations qui nous montrent que le passage de 7 à 15 ou de 15 à 7 est un accélérateur d'apprentissage technique pour les joueurs. Et voilà, donc on a bien l'intention de continuer à bloc sur le 7. Alexandre, on sait que Abdelatif Benazi va tenter de briguer la présidence de World Rugby. Quelle va être l'implication de la Fédération française de rugby dans la campagne d'Abdelatif Benazi, Florian Grill? La Fédération française de rugby soutient la candidature d'Abdel. Abdel ça serait formidable si on réussissait en 15 mois à retourner la table à la fédération, à World Rugby. Nous, on a Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment la retourner la table là? Il y a urgence? Ah mais oui, parce qu'on pense que d'abord il faut mettre la sécurité des pratiquants au cœur du sujet. Vous avez vu qu'on s'est, avec la Ligue nationale de rugby, avec Proval, et on avait parlé également avec Tech 15, complètement élevé contre le carton rouge 20 minutes, qui est vraiment un recul, qui va pas dans le sens du tout de la protection des pratiquants. On plaide pour l'abaissement de la ligne de plaquage, qui par ailleurs, il y a une corrélation directe entre la hauteur de plaquage et les commotions, et qui par ailleurs permettrait un rugby de mouvement, puisque ça libérerait les bras, et donc favoriserait les passes. On plaide pour la relance du rugby par la base au niveau de World Rugby aussi, et notamment le développement du rugby dans le monde scolaire, le développement du rugby des clubs. Et là, c'est un travail qu'on fait main dans la main avec la Ligue nationale de rugby, parce qu'en fait, finalement, la Ligue nationale de rugby est la seule qui a inventé un modèle pertinent dans le monde pour le rugby des clubs, et j'en trouve que World Rugby devrait plus s'en inspirer. Puis on capitalise sur le succès, vous en parliez, phénoménal des Jeux Olympiques. Je crois qu'il faut se souvenir qu'il y avait quelques milliers de personnes à Rio, et là on fait 530 000 personnes en 6 jours. 530 000 personnes en 6 jours au Stade de France, pour les matchs masculins comme féminins, en battant le record pour un match féminin avec 68 000 personnes dans un stade. On a battu les Anglais, toujours bien de battre les Anglais. Donc voilà, donc moi je pense que la France a beaucoup à apporter
à World Rugby, et Abdel a un profil d'ambassadeur absolument parfait qui permettrait de relancer le rugby mondial, parce que la réalité, c'est que le rugby n'est pas véritablement un sport mondial. On existe dans une douzaine de nations, et dans les 12 nations, il y a l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Donc, il y a besoin de développer le rugby mondialement. Le rugby à 7 peut d'ailleurs être un levier formidable pour ça, mais pour ça, il faut aussi revenir à des considérations saines. Nous, on plaide par exemple pour le développement du rugby en Europe, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, et pas forcément le rêve américain qui est un petit peu la stratégie actuelle de World Rugby. Et donc, on pousse la candidature d'Abdel. Messieurs, le mot de la fin peut-être pour Johan et pour libérer Florian Grill, président fraîchement élu. Vous faites la fête ce soir, Florian ? Ouais, on est au clubhouse du club de Marcoussis, qui est en face du CNR. Et donc, on est venu dans le monde amateur. Demain, je vais aller au club de Clamart, connu de certains. Et puis ensuite, je vais, le week-end prochain, je vais aller faire 3 ou 4 jours en Bretagne, à Morlaix, à Vannes et Heureux, voilà, pour soutenir le développement du rugby breton, parce que c'est un territoire fort de développement pour le rugby français. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct et félicitations donc pour cette réélection 67% pour Florian Grill et les amitiés à Didier Codorniou aussi, qui a été un challenger qui s'est battu jusqu'au bout. Voilà, on va se retrouver dans un instant bien sûr sur l'antenne de Sud Radio. On va aller faire un petit tour à Pau qui va accueillir le 6e match de cette 7e journée. Ce sera Pau-Toulouse. On ira voir Inès Irigoyen et puis on fera un petit qui je suis quand même, parce qu'il faudra remettre un petit peu l'église au milieu du village, messieurs. À tout de suite. Et oui. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Avec vous, bien sûr, les amateurs de rugby, pour tout savoir de l'actualité. L'actualité ce soir sur Sud Radio, ça sera à partir de 21h, le match entre Pau et Toulouse. Inès Irigoyen sera avec nous sur Sud Radio pour le commenter. Bonsoir Inès. Salut, comment ça va ? Ça va bien, avec un match, on va dire, attendu, parce que les Toulousains, je pense qu'ils ont dû se servir cette semaine d'une stat qui leur est pas favorable. Pau n'est pas une destination rêvée pour les Toulousains. Non, en effet, alors c'est un match très attendu, donc pour le coup, je vais vous le dire clairement, on est sur le 2e match à guichet fermé ici à Pau. Après le Pau-Bayonne, eh bien c'est le Pau-Stade Toulousain qui est à guichet fermé, et en effet pas une très très bonne stat, parce que depuis 2020, eh bien le Stade Toulousain n'a pas gagné ici au Stade du Hameau, donc en effet ça va être un petit peu compliqué pour Toulouse, mais on le rappelle, hein, ils ont quand même ils ont su s'imposer de nouveau chez eux la semaine dernière contre l'ASM 48-14. Alors ils vont essayer de continuer, de confirmer surtout cette victoire, et du côté de la section paloise, on va essayer aussi d'enchaîner une 2e victoire consécutive à domicile après la victoire la semaine dernière face à Castres 33-26. Mais messieurs, je crois que ça ne vous a pas échappé, il y a un petit on va dire un petit contexte pas cool pour les joueurs, puisqu'on a des blessures de part et d'autre. Beka Gorgadze, le 3e ligne qui était capitaine de la section paloise, s'est fait une entorse de la cheville la semaine dernière, et côté Stade Toulousain, c'est notamment Romain Ntamak qui s'est blessé au mollet, qui sera absent 3 semaines. Donc voilà, mais c'est un match de gala ce soir qu'on attend au Stade du Hameau, avec, je vous le redis, un stade à guichet fermé. Eh ben super, on sera là, c'est pour ça qu'il faut la radio, qu'il faut Sud Radio, puisque tous les spectateurs ne pourront pas avoir accès à ce match. Voilà, Juan Cruz Malia qui sera titulaire en 10 à la place de Romain Ntamak, donc blessé. Merci Inès, à tout à l'heure bien sûr, et on vous souhaite un bon match, on te souhaite un bon match. Je crois qu'Alexandre, il nous reste quelques minutes pour faire peut-être un petit qui je suis pour la route. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. On sait que c'est un moment important, un moment très important au cœur de la mêlée. Il y a Philippe 3 participants. Oui, Philippe, il est là. Johan Huget, Philippe Spanghero et François Trio. C'est très simple, vous remportez, vous trouvez le joueur, vous êtes en finale. C'est aussi simple que ça. Et il n'y aura que 2 participants, évidemment, en finale. J'ai été formé à Vienne, où je suis né. J'ai d'ailleurs joué jusqu'en 1997, avant d'aller ensuite à Bourgoin, où ma véritable formation se passe là-bas. Je passe 13 ans à Bourgoin, de 97 à 2010. Johan Huget ? Julien Bonner. Non. Je vais ensuite du côté de l'Aviron Bayonnais 2010, 2013. François Trio. C'est Philippe. Benjamin Boyer. Oui. Qualification en finale pour Philippe Spanghero.
Ça se joue donc entre Johan et François. Je suis né en 1971 à Brive-la-Gaillarde. Mais j'ai commencé chez les jeunes à Souillac. Bah, Oui. bien sûr. François. 71. Il n'y a personne qui a regardé le rugby en 71. Cédric Emmans. François, t'écoutes? Cédric Emmans. J'ai commencé ma carrière chez. J'ai été formé d'abord du côté de Souillac, mais Yoann chez les pros, c'était à Aurillac. Oui. Damien. Penaud. Non. Je suis ensuite allé du côté de Brive où j'ai connu la gloire. 96, 99 à Brive. Oui. Laurent Travers. Non. Je suis ensuite allé du côté d'Agen, 99 2000 et j'ai terminé. François Trio. Non, tu peux pas. François Trio. Labrousse. Non, j'ai été entraîneur de Brive, de Bugue, de Brive une nouvelle fois, Périgueux. Johan Benetton. Non, François Trio. Oui. Didier Casadi. Benetton à Brive. Oui. Ah oui, je me suis trompé. La finale est donc entre. Il faut couper le micro de Johan. Entre Philippe et. Attends. Messieurs, il faut se dépêcher, on est déjà en retard. Perdre en demi, c'est Non. Et c'était en dessous des moins de 70 ans, c'est ça? Ouais. Allez, attention. On parle d'un joueur de 30 ans. On coupe le micro de Johan. Ah, bah bien sûr. Quand je suis pas là, c'est 30 ans. Je suis né, je suis né à Pau en 94. J'ai été formé à Morlas, puis à l'Aviron Bayonnais et à Clermont. C'est à Clermont que je commence les pros 2015-2023. Oui, François. Arthur Ituria. Oui, c'est victoire de Philippe Spangueron. De François Trio. Non, François Trio. François, victoire. Alex, t'es pas du tout dedans. Franchement, je te le dis, c'est n'importe quoi. Oui, quel donneur. Ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. T'as les boules. Tellement vénère. Mais je me glisse des WhatsApp que je me régale. Allez, messieurs, il faut conclure. Quoi. Allez, messieurs, et à bientôt, Johan. À bientôt à tous. Allez, tout de suite. Il quitte la France. On va retrouver Christophe Lemaitre qui va être l'invité de Frédéric Brindel. Voilà le rendez-vous des champions sur Sud Radio. Vous restez bien avec nous. Excellente soirée. On se retrouve ensuite pour le match Pau-Toulouse.